La diplomatie européenne s'active en Israël et dans les territoires palestiniens. Le chef de la diplomatie allemande est en visite dans la région alors qu'on évoque un nouveau projet de sanctions européennes contre Israël. Nouvelle escalade de l'horreur perpétrée par l'État islamique. L'organisation djihadiste revendique l'assassinat d'un otage américain. François Hollande dénonce des crimes contre l'humanité. Et puis le G20 se termine comme il a commencé, par des tensions sur fond de crise ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a quitté prématurément le sommet. Le Grand Direct avec Daniel Goldming. Bonsoir, bienvenue, nouvelle édition du Grand Direct sur i24 News. À la une de l'actualité ce soir, après un week-end relativement calme à Jérusalem, un juif de 32 ans a été poignardé il y a quelques heures par un adolescent arabe. Il est légèrement blessé. Et dans ce contexte, la diplomatie européenne s'agite. Le ministre allemand des Affaires étrangères est dans la région. Il met en garde contre une détérioration de la situation sur le mont du Temple alors qu'on apprend qu'un document européen confidentiel prévoirait des sanctions contre Israël. On va décrypter la situation avec nos invités. Daniel Sheikh, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Merci d'être avec nous. Nous serons également en direct de Jérusalem pour faire le point sur les derniers événements. Rejoindra sur place notre envoyé spécial Daniel Haïk. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct ce soir. לא נקבל שום מגבלות על הבנייה בשכונות יהודיות בירושלים. כל מי שחולם שממשלת ישראל תיכנע ואנחנו נגביל את הבנייה בירושלים הוא טועה. הצד היהודי של המדינה בא לידי ביטוי בהיותנו מדינת הלאום האחת והיחידה של העם היהודי, בדגל, בהמנון, בזכותו של כל יהודי לבוא הנה. Dass nach unserer Einschätzung die einzige Chance für dauerhaften Frieden und für dauerhafte Sicherheit in Israel ist mit der Suche und Absicherung einer Zwei-Staaten-Lösung. Voilà donc pour les images fortes de ces dernières 24 heures. Dans quelques instants, on se rendra à Jérusalem pour rejoindre notre envoyé spécial Daniel Haïk en compagnie d'Eli Ochenberg et de Sami Aboudia pour les chaînes anglaises et arabes. On fera donc le point sur la situation à Jérusalem. 3 Palestiniens arrêtés. Le Hamas qui se félicite de cet attentat à l'arme blanche. Je vous le disais, un homme de 32 ans qui a été poignardé par un adolescent arabe. On fera le point donc dans quelques instants. Mais avant cela, le volet diplomatique, car la diplomatie européenne tente de peser sur le conflit israélo-palestinien. En visite dans la région, le ministre allemand des Affaires étrangères a mis en garde contre une détérioration de la situation à Jérusalem. Et dans le même temps, on apprend que Bruxelles envisage d'imposer des sanctions à Israël si des mesures étaient prises en Cisjordanie, rendant impossible la solution à 2 États. On fait le point en images avec Léa Berdugo. Après Ramallah, Frank-Walter Steinmeier se rend à Jérusalem. Le chef de la diplomatie allemande rappelle à son homologue israélien les principes qui guident la politique européenne dans la région et surtout les inquiétudes de son gouvernement. Nous sommes très inquiets par les développements de ces derniers jours sur le mont du Temple. Un nouveau conflit s'est greffé sur le conflit traditionnel. Ces événements démontrent l'urgence et la nécessité d'une solution politique entre Israéliens et Palestiniens, c'est-à-dire d'une solution à 2 États. Une inquiétude qui pourrait donner lieu à des pressions économiques contre le gouvernement israélien. Selon le quotidien Haaretz, l'Union européenne a envoyé un document secret à ses 28 États membres. Ce texte envisage une limitation du partenariat avec Israël si Jérusalem poursuit ses actions unilatérales en Cisjordanie, rendant impossible une solution à 2 États. Un peu plus tôt cette semaine, Bruxelles avait déjà critiqué l'annonce de nouvelles constructions israéliennes à Jérusalem-Est. Le ministre israélien des Affaires étrangères dit refuser toute concession sur le sujet. לא נקבל שום מגבלות
Nous n'accepterons aucune restriction sur les constructions dans les quartiers juifs de Jérusalem. Toute personne qui rêve que le gouvernement d'Israël abandonne et limite la construction à Jérusalem a tort. Nous sommes prêts à protéger notre indépendance, notre souveraineté. Aucun compromis ne sera fait. Une attitude qui ne devrait pas plaire au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunissent à Bruxelles dans quelques jours. Daniel Sheikh, une réaction tout d'abord à ce rapport du Haaretz et ces possibles sanctions économiques de l'Union européenne contre Israël. Est-ce que ces menaces, le gouvernement israélien les prend au sérieux ? Je ne sais pas si le gouvernement les prend au sérieux, mais ce n'est pas spécifiquement le titre du journal Haaretz de ce matin qui devrait inquiéter le gouvernement israélien, mais c'est un développement qui date, qui a commencé il y a bien longtemps et qui représente en fait, dans les titres de votre journal, il y a deux inquiétudes européennes qui se rejoignent certes, mais qui sont différentes. La première, elle est très ancienne, elle concerne ce que vous venez de mentionner. Elle concerne la construction dans les territoires et surtout la volonté très claire et souvent répétée de l'Union européenne de voir, se réaliser une solution de deux États. Et chaque acte qui, aux yeux des Européens, éloigne cette possibilité, c'est-à-dire construction massive dans certaines zones des territoires, va toujours susciter une réaction très forte. La deuxième inquiétude, de la bouche de M. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand, elle est plus récente. Elle concerne ce qui se passe depuis quelques semaines sur le mont du Temple. Et c'est une inquiétude que sur le très long déjà conflit national entre Israéliens et Palestiniens vienne se greffer un conflit religieux entre juifs et musulmans. Alors sur la première inquiétude des Européens, celle de voir la solution de deux États pour deux peuples rendue impossible par les constructions dans les implantations, est-ce qu'elle est vraiment justifiée dans Reuven Sapir? Est-ce que les constructions que mène aujourd'hui Israël sont irréfléchies, compromettent vraiment cette solution, ou bien il y a une véritable stratégie finalement construite dans des blocs d'implantation qui de toute façon feront partie d'Israël dans tout prochain accord? Vous savez, il y a les annonces de construction et il y a les constructions. On a eu beaucoup des premières et finalement on a assez peu des secondes. Il y a un côté effet d'annonce dans tout ce qu'on a entendu au cours de ces derniers mois sur des projets de construction qui sont à différentes phases de développement à Jérusalem-Est et dans les implantations de Cisjordanie. D'ailleurs, pour l'aile droite du gouvernement Netanyahou, pour Naftali Bennett, pour les membres de son parti, on ne construit pas assez. Il y aurait même un gel des constructions dans les implantations de Cisjordanie qui ne dit pas son nom, qui avance masqué en quelque sorte. Alors il n'y a pas véritablement de gel, on construit, mais on construit relativement peu. Alors c'est vrai qu'on construit davantage à Jérusalem, et Lieberman, le chef de la diplomatie, l'a rappelé, il n'est pas question ni pour la droite israélienne ni pour la gauche israélienne de ralentir des constructions dans les quartiers existants. Les quartiers israéliens existants à Jérusalem-Est. Ce que les Européens semblent craindre, c'est effectivement des constructions qui pourraient effectivement rendre impossible un futur État palestinien, par exemple sur la zone qu'on appelle E1, entre Jérusalem et Ma'ale Adumim. Là, effectivement, si on construit entre Jérusalem et Ma'ale Adumim, l'éventuel futur État palestinien ne pourra plus bénéficier d'une continuité territoriale et s'en sera fini, peut-être, du rêve d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël. Mais les Israéliens ne construisent pas pour l'instant dans cette zone-là, et lorsqu'ils construisent dans les implantations de Cisjordanie, c'est la plupart du temps, en très grande majorité, dans les grands blocs d'implantation. Et ces grands blocs d'implantation, même pour la gauche israélienne, dans l'avenir, ils seraient, on ne sait pas quel temps employer, du futur ou du conditionnel, annexés à l'État d'Israël, moyennant des échanges de territoires. Israël devrait se séparer dans ce cas-là de territoires qui seraient équivalents en superficie et en qualité, et ces mêmes territoires seraient remis à cet éventuel futur État palestinien. Donc, ce qui voudrait dire que pour l'heure, la solution de deux États pour deux peuples n'est pas compromise aujourd'hui. Non, elle n'est pas. Enfin, elle est peut-être compromise, mais elle n'est pas mise hors jeu. Mais c'est vrai d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément plus de construction que dans le passé, mais il y a un effet d'annonce qui se fait à chaque fois pour des raisons souvent d'ordre politique intérieur plutôt que dans une réalité sur le terrain. Mais la réaction à l'effet d'annonce du gouvernement israélien sur la construction, c'est un effet d'annonce
des Européens, par exemple, concernant des sanctions, parce qu'il n'y a pas eu, dans la réalité, il n'y a pas eu de sanctions encore, et je ne vois pas dans l'immédiat des sanctions venir. Mais un jour, il y aura des constructions, et un jour, peut-être, il y aura des sanctions. Alors justement, parlons-en de la nature de ces sanctions. Ils menacent notamment d'étiqueter les produits en provenance des implantations dans les supermarchés européens. Et là, on pourrait quand même se poser la question. Très ancien sujet, dont je me souviens déjà il y a au moins 10 ans. Et c'est jamais mis en application ? Non, ça n'est pas été mis en application, du moins pas par un ordre ou par une directive de l'Union européenne. Il y a des pays où il y a un tel étiquetage. Donc il y a des conséquences indirectes, une incitation au boycott d'Israël. Des chaînes de distribution qui le font indépendamment des directives. Mais une directive européenne, elle n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Elle n'existe pas, mais l'esprit est là et finalement il n'y a pas une incitation au boycott d'Israël. Ce n'est pas une question d'une étiquette ou d'une autre. Si nous arriverons un jour à voir l'Union européenne par une décision, par un décret qui obligerait les 28 pays membres à prendre quelques mesures que ce soit contre Israël, on dépasserait une ligne rouge qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été dépassée. Et à partir de ce moment, ça peut dégringoler très vite par un effet de boule de neige. Mais il faut dire que même dans ce qui est publié aujourd'hui dans le journal, et il faut le dire, ce n'est pas une annonce officielle, c'est très officieux, ce sont des sources anonymes, etc. Elle parle justement de cette différenciation entre les territoires en général et les zones qui ont été mentionnées tout à l'heure, comme Iwan, qui sont considérées par les Européens comme une ligne rouge parce qu'elles mettraient, peut-être pas fin, mais elles rendraient quasiment impossible le rêve européen de 2 États. En tout cas, Dror Ben-Sapir, dans ce contexte tendu, on l'a entendu tout à l'heure dans ce reportage, Avigdor Lieberman ne mâche pas ses mots. Il affirme qu'Israël n'acceptera aucune limitation de la construction à Jérusalem. Est-ce que les responsables israéliens n'auraient pas plutôt intérêt à calmer le jeu, à avoir un discours un discours peut-être un peu moins violent ou un peu moins tranché lorsqu'on sait que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël ? Encore une fois, sur les quartiers israéliens de Jérusalem-Est, Pisgat Zeev, par exemple, ou Neve Yaakov, ou Gilo. Mais il ne fait pas la différence dans ses déclarations, Avigdor Lieberman. Il a parlé des quartiers juifs de Jérusalem. Donc. Et sur ces quartiers, effectivement, il y a consensus. Même si demain, la présidente du parti Meretz, la gauche radicale en Israël, Zehava Galon, arrivait au pouvoir, ce qui n'arrivera pas, bien évidemment, elle ne gèlera pas les constructions dans ces quartiers. Bien évidemment, dans son état d'esprit, il faudra qu'Israël puisse consentir à des compromis importants pour qu'un État palestinien réel, digne de ce nom et bénéficiant d'une véritable continuité territoriale, puisse voir le jour aux côtés d'Israël. C'est peut-être pas ce qui est dans la tête d'Avigdor Lieberman, même si Avigdor Lieberman, en tant que chef de la diplomatie, ces derniers mois, il emploie un ton beaucoup moins tranché qu'auparavant. C'est pas le même Avigdor Lieberman. Hein. Il a nettement pris ses distances avec la droite la plus radicale lorsqu'il a évoqué la situation sur le mont du Temple, justement. Il a plutôt appelé à la retenue. Il a critiqué les démarches de quelques députés de la coalition qui, d'une manière assez ostensible, se sont rendus sur le mont du Temple. Donc, par conséquent, on a affaire à Avigdor Lieberman qui, justement, est plutôt pondéré dans ses propos, et là, lorsqu'il insiste sur le fait qu'Israël continuera à construire dans les quartiers israéliens de Jérusalem-Est, en insistant sur le côté consensuel des constructions dans ces quartiers, vous ne trouverez pas grand monde dans la classe politique israélienne pour le critiquer et pour remettre en cause ce constat. Il faut comprendre que toutes ces déclarations résonnent doublement fort sur fond de vide diplomatique. Et c'est ça le problème. Faute d'activités diplomatiques, de processus de paix, notamment de négociations, tout sonne beaucoup plus dur, plus difficile, plus menaçant que si nous avions un processus de paix en activité. En tout cas, on a un Avigdor Lieberman qui, dans ce deuxième mandat comme chef de la diplomatie israélienne, est beaucoup plus prudent, beaucoup plus pondéré. On sait qu'il a de bonnes relations avec John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. Ses relations avec l'Union européenne se sont nettement améliorées par rapport à son précédent mandat. Et ça ne compense pas l'absence
d'un processus de paix ou l'absence de négociations avec les Palestiniens. Mais c'est tout de même à noter. Alors on va parler dans quelques instants du rôle justement que peut jouer l'Union européenne dans la médiation dans ce processus de paix. Mais avant cela, je voudrais qu'on prenne la direction de Jérusalem. On va tout de suite rejoindre à la porte de Damas notre envoyé spécial Daniel Haïk. Daniel, bonsoir. Après un week-end relativement calme, on a parlé d'un attentat à l'arme blanche. Ça s'est passé il y a quelques heures. Oui, effectivement, on s'apprêtait à dire que la journée et même ces 3 derniers jours avaient été relativement calmes ici à Jérusalem. Effectivement, il y a 1h30, on a appris qu'un Israélien avait été agressé à la rue des Prophètes dans le centre de Jérusalem, à 1 kilomètre de là où je me trouve. Apparemment, l'agresseur a pris la fuite et il a réussi à rejoindre la porte de Damas qui est juste derrière moi. L'agresseur n'a toujours pas été retrouvé. On a vu d'importantes forces de police se déployer ici dans la région. Elles sont moins importantes maintenant, mais pour l'instant, l'agresseur n'a pas été retrouvé. L'Israélien qui a été agressé a été blessé plus ou moins sérieusement. Il a été hospitalisé. C'est un homme de 32 ans. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Shaare Tzedek. Mais dans l'ensemble, on peut dire que l'on assiste tout de même, depuis vendredi, depuis la fin de cette prière qui s'est déroulée sur l'esplanade des mosquées, sur le mont du Temple, dans un calme relatif, avec la présence de ces milliers de jeunes, bien que ces jeunes n'étaient pas là pendant plusieurs semaines, eh bien il n'y a pas eu de heurts particuliers avec les forces de police. Il y a une sorte de retour au calme, un calme relatif, un calme bien entendu encore très précaire. Alors c'est dans ce contexte de calme relatif que le ministre allemand des Affaires étrangères est en visite dans la région. Que faut-il retenir des temps forts de cette visite ? Alors effectivement, vous parliez de la rencontre avec Victor Lieberman et de la fermeté, de l'attitude à Victor Lieberman. Il a été, on peut le dire, un peu ferme avec le chef de la diplomatie allemande qui lui avait demandé qu'Israël ne prenne aucune initiative qui pourrait entraver la concrétisation du fameux principe de 2 États pour 2 peuples, sous-entendu entre ne pas entraver la concrétisation, la réalisation possible d'un État palestinien. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que finalement, les Européens ne veulent pas que l'on construise dans la partie est de Jérusalem, y compris dans les quartiers juifs de la partie est de Jérusalem, dans des quartiers comme le quartier de Ramat Shlomo ou le quartier de Har Homa, qui risqueraient de briser une forme de continuité territoriale entre le nord de la Cisjordanie, ce que l'on appelle en général la Samarie, et le sud de cette Cisjordanie, la Judée. Jérusalem est au cœur, et donc les Européens voudraient qu'il puisse y avoir une continuité territoriale pour que dans l'avenir, lorsque cet État palestinien serait reconnu, eh bien, il puisse être viable. Et donc, Steinmeier a demandé à Victor Lieberman de ne pas prendre de mesures qui puissent entraver ce projet. Et les Européens, disons-nous, sont inquiets de cette situation, de la construction d'appartements, de logements, d'unités de logement, de centaines d'unités de logement dans les quartiers juifs de l'Est de Jérusalem. Et il pourrait, selon le Haaretz de ce matin, concrétiser cette inquiétude en imposant des sanctions contre l'État d'Israël. Alors on ne connaît pas encore la nature véritable de ces sanctions, mais cela pourrait être le boycott de produits en provenance des implantations, même l'étiquetage de produits qui proviendraient de ces implantations. Donc une certaine inquiétude et un mécontentement très vif de la part de l'Union européenne à ce sujet. Alors autre inquiétude qui nous vient de la Knesset cette fois, un projet de loi controversé qui fait débat au Parlement israélien. Eh bien, il prévoit d'inscrire le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël dans une loi fondamentale. Oui, alors on n'en est pas encore à la Knesset. Le problème qui a surgi aujourd'hui a surgi en commission interministérielle des lois. Il faut parler de cette loi, c'est de la loi sur la nationalité, une loi qui a été déjà soumise à plusieurs reprises, qui a fait l'objet de plusieurs polémiques, y compris lors de la précédente Knesset. Une loi qui risquerait justement de briser l'équilibre fragile dans la définition de l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Selon cette définition, l'État d'Israël serait, comme le souhaite Binyamin Netanyahou,
Netanyahou, il l'a déjà exprimé comme condition dans les négociations avec les Palestiniens. L'État d'Israël doit être défini comme l'État-nation du peuple juif, et cette position ne fait pas l'objet d'un consensus. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en commission des lois, eh bien, la présidente de cette commission, la ministre de la Justice, Tzipi Livni, a tout simplement décidé de ne pas soumettre au vote des ministres ce projet de loi, ce qui a suscité la colère des ministres de Likoud et celle de Binyamin Netanyahou, qui a décidé de récupérer ce projet de loi et de le soumettre lors du prochain Conseil des ministres devant l'ensemble du gouvernement. Et ensuite, alors, il sera probablement, s'il est voté à majorité, il sera soumis à l'aval de la Knesset. C'est un projet de loi qui suscite véritablement une très vive polémique et qui confirme les tensions qui existent au sein de la coalition gouvernementale, tensions qui laissent présager de plus en plus des élections anticipées en Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk en direct donc de Jérusalem pour ce point. Une réaction de Reven Sapir par rapport à ce projet de loi controversé qui fragilise encore un peu plus la coalition de Binyamin Netanyahou. Qui la fragilise et qui montre à quel point cette coalition bat de l'aile, puisque aujourd'hui, comme Daniel Haïk nous l'a rappelé, Tzipi Livni a décidé de reporter le vote en commission interministérielle des lois sur cette loi qui est censée être une loi fondamentale en Israël, dans un pays où il n'y a pas de constitution. C'est presque l'équivalent d'une loi constitutionnelle. C'est dire l'importance de cette loi. Binyamin Netanyahou a immédiatement réagi en proposant que la loi soit directement soumise à l'approbation des députés en séance plénière à la Knesset et pas en court-circuitant en fait la phase de la commission interministérielle des lois. Et puis Naftali Bennett, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, a exercé une espèce de chantage puisqu'il a affirmé que si cette loi est restée bloquée, comme le veut semble-t-il Tzipi Livni, eh bien, toutes les lois qui viendraient de Tzipi Livni et de ses partisans, de Yair Lapid et des membres de son parti, serait elle aussi bloquée par l'aile droite du gouvernement. Donc on a véritablement une coalition qui ne fonctionne plus. Maintenant, on pourrait également s'interroger sur le sens de cette loi et sur les changements qu'elle pourrait, si elle est adoptée, et à mon sens, elle ne sera pas adoptée, que cette loi pourrait occasionner dans les rapports effectivement très fragiles entre la nature juive de l'État et la nature démocratique de l'État. Alors justement, quelles pourraient être les conséquences d'une telle loi si elle était adoptée ? D'abord, j'espère qu'elle ne sera pas adoptée, ne serait-ce que pour la simple raison que je ne vois pas à quoi servirait une loi pour définir l'identité d'un pays alors que ses citoyens, certainement ses citoyens juifs, vivent ce pays comme le foyer national de leur peuple, qui est le peuple juif. Mais pensez d'abord à ce qu'une telle loi, quelle sorte de message est reçu par les citoyens non juifs de ce pays, et il y en a, ils sont 20% de cette population, arabes, musulmans ou chrétiens ou druzes. Quel est leur rôle là-bas, et puis c'est clairement une loi qui a un effet de déclaration surtout, qui est, certains le diront, simplement une provocation par rapport aux Palestiniens, puisque c'est un sujet qui doit être débattu entre les deux parties. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi il faut l'aval du chef palestinien pour l'identité de mon pays à moi, c'est-à-dire de l'État d'Israël. Mais tout cela, à nouveau, ça a un grand effet d'annonce. Vous avez sans doute raison que, du moins pendant le mandat de cette Knesset, la loi ne sera en toute probabilité pas adoptée. Mais à nouveau, l'effet d'annonce, les dégâts de cette annonce, les dégâts qui viennent du débat autour de cette loi, ces dégâts, on les ressent sans aucun doute. Est-ce que cela va faire tomber le gouvernement ? Je ne sais pas, mais on a le sentiment que la coalition cherche presque des raisons pour se dissoudre. Il y a un air d'élection dans l'air, mais personne ne comprend. Qui a un intérêt à ce qu'il y ait des élections anticipées ? Justement, personne. Mais on a le sentiment que les uns et les autres cherchent des raisons pour justifier le fait que cette coalition
bat de l'aile, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, vous avez parlé d'effets d'annonce. On va voir comment, justement, la rue israélienne réagit à ces effets d'annonce. C'est la question du jour. Israël est-il sérieusement engagé une solution de 2 États pour 2 peuples? Et voici les résultats. 2 États, un État ou n'importe quelle autre solution, ça nous ira tant que les 2 camps en sont capables. Je dirais oui, mais il y a tant d'obstacles en chemin. La volonté est là, mais ce sera probablement difficile à réaliser. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sérieux à ce sujet, mais je ne pourrais pas dire que c'est bon, que tout le monde veut la même chose. C'est impossible. Et ça dépend aussi beaucoup de l'autre camp. À mon avis, la solution des 2 États est la seule à pouvoir amener la paix. Mais je ne vis pas ici, c'est un avis extérieur. Je pense que nous pouvons en faire plus, mais ce n'est pas un problème facile à résoudre. On pense qu'à cause de l'État islamique et du renforcement des pays islamiques, ce sera encore plus compliqué à résoudre. Daniel C'est un résultat classique, parce que tous les sondages montrent depuis des années qu'une solide majorité des Israéliens croient en la solution de 2 États et résultant d'une négociation et d'un compromis. Ils ont raison d'y croire? Oui, mais la même majorité, tout aussi solide, ne croit pas dans la réalisation de ce projet. C'est-à-dire, ils ne pensent pas que c'est faisable actuellement. C'est ça, et exactement... C'est ça qui explique le manque de vision du leadership israélien aujourd'hui, Dror Even-Sapir? Oui, probablement. C'est-à-dire que la majorité des Israéliens a aujourd'hui le sentiment que les différents retraits territoriaux qu'Israël a opérés au cours de ces dernières années, d'une manière unilatérale, il devrait sans négocier, eh bien, ont permis à l'islam intégriste de se rapprocher des portes d'Israël. Ça a été le cas au sud Liban avec le Hezbollah, ça a été le cas dans la bande de Gaza avec le Hamas, et donc beaucoup d'Israéliens sont convaincus par ceux des politiciens israéliens qui leur disent que si demain Israël se retirait des territoires de Cisjordanie, eh bien, le Hamas, l'islam intégriste encore plus radical peut-être, sur le modèle du Daesh, pourrait se rapprocher des frontières d'Israël, pourrait se rapprocher de l'aéroport international Ben Gurion, et donc les Israéliens sont sensibles à ce type de discours, même si, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur Daniel Sheikh, dans l'idéal, en quelque sorte, oui, la solution des 2 États pour les 2 peuples est une solution qui a l'aval de la majorité des Israéliens, mais la majorité des Israéliens aussi est de plus en plus sceptique, et effectivement, ils craignent de plus en plus d'Israéliens craignent qu'un nouveau retrait territorial occasionnerait l'arrivée aux portes du centre d'Israël de groupes intégristes armés, voire surarmés. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Merci, monsieur l'ambassadeur Daniel Sheikh, d'avoir participé à cette première partie du Grand Direct. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de cette édition. Soyez là. La diplomatie européenne s'active en Israël et dans les territoires palestiniens. Le ministre allemand des Affaires étrangères est en visite dans la région alors qu'on évoque un nouveau projet de sanctions européennes contre Israël. Nouvelle escalade de l'horreur perpétrée par l'État islamique. L'organisation djihadiste revendique l'assassinat d'un otage américain. François Hollande dénonce des crimes contre l'humanité. Et puis le G20 se termine comme il a commencé, par des tensions sur fond de crise ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a quitté prématurément le sommet. Voilà pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News. C'est le Grand Direct. L'État islamique, je vous le disais en titre, pousse une nouvelle fois les limites de l'horreur. Le groupe djihadiste affirme avoir décapité un otage américain dans une vidéo mise en ligne ce dimanche. Il s'agit cette fois de Peter Kassig, un ancien soldat converti à l'islam. C'est le 5e otage occidental enlevé en Syrie et exécuté par l'État islamique depuis août dernier. On fait le point avec Mathias Inbar. Ses parents avaient demandé clémence quelques semaines plus tôt. Nous implorons ceux qui te détiennent de faire preuve de miséricorde et d'utiliser leur pouvoir pour te laisser partir.
Un appel qui n'aura finalement pas été entendu par son ravisseur, l'État islamique. Daesh a annoncé l'exécution par décapitation de l'otage américain Peter Kassig, enlevé en 2013 en octobre en Syrie. Âgé de 26 ans, Peter Kassig avait été capturé à un point de passage à l'est de la Syrie alors qu'il livrait, selon ses proches, du matériel médical. Cet ancien ranger, déployé en Irak, s'était converti à l'islam après son enlèvement en Syrie, prenant alors le nom d'Abdul Rahman. La mise en scène de sa décapitation diffère des précédentes exécutions d'otages filmées par l'EI. Elle ne montre pas l'acte en lui-même et cite ici le chef spirituel d'Al-Qaïda, Abu Moussa al-Zarqawi, une manière implicite de confirmer le rapprochement djihadiste entre Al-Qaïda et Daesh après la tentative d'élimination par les forces internationales d'Abou Bakr al-Baghdadi. Et nous vous rappelons également des paroles que notre cher Abu Moussa al-Zarqawi vous a dit. L'étincelle a été allumée ici, en Irak, et sa chaleur continuera de se propager par la permission d'Allah jusqu'à ce qu'elle brûle l'armée des croisés dans Dabiq, en enterrant la première croisade américaine à Dabiq. Nous attendons avec impatience le reste de vos armées. Cette vidéo donne également pour la première fois le lieu précis de cet assassinat, à Dakib, au nord d'Alep, en Syrie, à quelques dizaines de kilomètres à peine de la frontière turque, comme si les djihadistes invitaient au combat la communauté internationale. Une séquence vidéo qui met également en scène l'assassinat d'au moins 18 hommes présentés comme des soldats syriens, alignés et agenouillés chacun devant un bourreau, s'adressant à Barack Obama. Aujourd'hui, nous égorgeons des soldats de Bachar. Demain, nous égorgerons tes soldats. En bref, libération d'un deuxième Italien détenu par une milice en Libye. Un ingénieur enlevé en mars dernier a pu rentrer dans son pays cette nuit. Aucune précision n'a été fournie sur les conditions de sa libération, mais certaines sources évoquent le paiement d'une lourde rançon. Un invité manquant autour de la grande table du G20, Vladimir Poutine a décidé de ne pas participer au déjeuner du sommet des 20 dirigeants les plus puissants du monde. Il s'est déroulé aujourd'hui à Brisbane, en Australie. Un départ prématuré qui intervient alors que le président russe était sous le feu des critiques pour son implication dans la crise ukrainienne. Steve Jourdain nous en dit plus. Vladimir Poutine sèche le déjeuner officiel et lève le camp. L'avalanche de critiques dont il fait l'objet depuis 24 heures aura eu raison du flegme du dirigeant russe. Menace pour le monde, en quête de la gloire perdue du tsarisme, agresseur de pays moins importants, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne n'ont pas mâché leurs mots. Au cours de sa première rencontre avec le dirigeant russe, Stephen Harper aurait de son côté été plus frontal. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, vous devez sortir d'Ukraine », aurait ainsi déclaré le Premier ministre canadien. La situation dans l'est de l'Ukraine s'est ainsi invitée à l'agenda du G20, à l'origine consacré à Ebola et à la crise économique. Si Vladimir Poutine continue à violer la loi internationale, à délivrer des armes lourdes aux séparatistes ukrainiens, à ne pas respecter le cessez-le-feu qu'il a signé lui-même il y a quelques semaines de cela, un cessez-le-feu qui aurait permis de mettre un terme aux disputes, alors dans ce cas, l'isolement de la Russie va s'accentuer. Pour Poutine, la situation est très claire et la crise est susceptible d'être résolue. Aujourd'hui, la situation en Ukraine a selon moi de bonnes chances d'être résolue, même si cela peut paraître étrange. Certaines structures ont été établies des deux côtés et cela pourrait mieux gérer les tâches auxquelles chacun est confronté, en tenant compte tout d'abord des intérêts des gens qui vivent sur le territoire ukrainien, y compris le sud-est. L'Occident accuse Moscou d'avoir redéployé des troupes dans l'est ukrainien, contrôlées par les rebelles pro-russes. De son côté, le Kremlin nie fermement ces accusations. Arrivé à Brisbane, escorté par 4 navires de guerre russes, Vladimir Poutine quitte l'Australie par les airs. Une éclipse dans le ciel du G20. Alors on vient de le voir, la crise ukrainienne a dominé l'ordre du jour de ce sommet du G20, mais d'autres sujets fondamentaux ont été débattus, notamment celui du climat. Les dirigeants réunis en Australie se sont accordés sur la lutte contre le réchauffement climatique. On fait le point d'image. Difficile lutte pour un article sur le climat au G20. L'hôte australien cherchait à garder le focus sur les questions économiques, mais la réunion a été en grande partie éclipsée par la question du changement climatique. Et les quelques lignes ajoutées à l'insistance de la France et d'autres partenaires seront responsables d'une action qui se veut forte et efficace. Les discussions ont été âpres jusqu'au dernier moment sur les orientations à prendre concernant les émissions de gaz à effet de serre.
Il est évident que nous tous, dirigeants du G20, nous soutenons une action forte et efficace pour lutter contre le changement climatique. Nos actions seront de soutenir le développement durable, la croissance économique et la sécurité des entreprises et des investissements. Bien entendu, nous travaillerons tous de manière constructive pour la conférence sur le changement climatique à Paris dès l'an prochain. Un travail en commun quand le principe même du paragraphe sur le sujet n'était pas acquis quelques jours avant l'ouverture du sommet. Mais le rapport de force a basculé quand les deux plus gros pollueurs du monde, la Chine et les États-Unis, parvenaient finalement à un accord mercredi dernier. Barack Obama a enfoncé le clou dès l'ouverture dans un discours aux allures de plaidoyer pour la planète, devant un auditorium d'étudiants conquis. Une fois le paragraphe sur le climat acté, restait à penser son contenu et la France a obtenu satisfaction sur l'un de ses objectifs prioritaires, la question du financement de cette lutte contre le réchauffement climatique. Ankara prendra la présidence du G20 en décembre prochain et se voit ainsi déjà celle qui convertira la somme des bonnes intentions en accord historique, attendu depuis l'échec de Copenhague. Et dans ce contexte, l'affaire des Mistral, toujours source de tensions entre Paris et Moscou. La Russie avait menacé la France de graves sanctions si elle ne lui livrait pas les navires de guerre. Le président français affirme pour sa part ne pas céder aux pressions. Mathias Inbar nous en dit plus. La France a 15 jours pour livrer le premier des deux Mistral. La phrase émane d'une source sécuritaire russe haut placée. Mais pour François Hollande, pas de quoi céder à quelconque pression. Et de toute manière, je prendrai ma décision en dehors de toute pression, d'où qu'elle vienne. Et en fonction de deux critères. Les intérêts de la France et l'appréciation que j'ai de la situation. Toujours est-il que cette affaire vient empoisonner un peu plus les relations franco-russes. Paris et Moscou ont conclu un contrat en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, prévoyant la livraison de 2 porte-hélicoptères Mistral à la Russie pour un montant d'environ 1,2 milliard d'euros. Mais la crise du Maïdan en Ukraine et le rôle de Moscou dans les combats à l'est du pays ont jeté un froid dans l'amitié économique franco-russe. Car Moscou, déjà sous l'emprise de sanctions financières de la part de Bruxelles, entend être honoré de son dû et menace, cette fois sur le dossier de remise des clés du Vladivostok à la marine russe à Saint-Nazaire, qui devait avoir lieu justement vendredi dernier. La France s'expose à de sérieuses compensations financières en cas de rupture du contrat, prévient le Kremlin. Dans le reste de l'actualité internationale, Ebola fait une nouvelle victime. Un docteur sierra-léonais infecté par le virus dans son pays est arrivé hier aux États-Unis pour être soigné. Le malade sera traité au sein du Nebraska Medical Center, spécialement équipé pour soigner les malades atteints du virus. Ce chirurgien est le premier ressortissant sierra-léonais malade d'Ebola et transporté aux États-Unis. 9 cas ont déjà été traités dans le pays. Pour l'heure, seul un Libérien est décédé du virus aux États-Unis. Les 8 autres malades ont tous été guéris. Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris Chibok, la ville des lycéennes enlevée par Boko Haram. Cette ville de l'État de Borno était tombée aux mains des islamistes jeudi après-midi au terme de plusieurs heures de combat entre les islamistes et les miliciens locaux. On voit ça avec Elsa Mourgue. C'est une petite victoire, mais néanmoins extrêmement symbolique. L'armée a repris samedi soir le contrôle de la ville de Chibok, dans l'état de Borno, au Nigeria. C'est dans cette ville qu'ont été enlevées près de 300 jeunes filles en avril. Le groupe terroriste Boko Haram avait pris le contrôle total de ce territoire jeudi dernier. Selon des témoins, leur attaque avait été facilitée par la fuite des soldats de l'armée nigérienne et une grande partie de la population a dû fuir les combats. Cette attaque m'a rendu très triste, elle a bouleversé mes études et je me sens également choqué après avoir vu les cadavres autour de mon école. Finalement, c'est avec le support de milices locales que l'armée est revenue en force hier et a nettoyé et sécurisé la ville, d'après les dires du porte-parole de l'armée. Une victoire particulièrement importante pour redorer le blason du président nigérien Jonathan Goodluck, candidat à sa succession et qui avait été vivement critiqué lors de l'enlèvement des lycéennes. 6 mois après les faits, 219 d'entre elles sont toujours captives, la plupart converties et mariées de force à des djihadistes. Celles qui ont pu s'échapper racontent qu'elles ont été forcées à servir les djihadistes sous peine d'être tuées et ont été violées et certaines vendues. Elles étaient également placées en première ligne lors des combats du groupe islamiste. Dans les dernières semaines, Boko Haram a pris le contrôle d'une vingtaine de villages dans le nord du pays et procède régulièrement à des enlèvements. Selon l'ONG Human Rights Watch, plus de 500 femmes et jeunes filles ont été enlevées depuis le début de l'insurrection en 2009.
Retour en Israël où les affrontements entre musulmans et druzes s'apaisent après une violente rixe dans le village d'Abou Snan, dans le nord d'Israël. 20 personnes sont toujours hospitalisées à l'hôpital de Nahariya suite à ces affrontements. Une forte présence policière a été déployée dans la région pour éviter de nouvelles violences, comme l'a constaté Leslie Rezoug. Un message de solidarité lancé par les habitants de la localité d'Abou Snan dans le nord d'Israël. Une tentative d'exprimer ce qu'ils considèrent être la réelle nature de leur village. Mais malgré son importance, certains estiment ce geste insuffisant. La colère et la frustration semblent ici encore prédominantes. Nous vivons ici depuis des années, ensemble, en coexistence. Nous sommes voisins. Nous devons essayer de résoudre le problème nous-mêmes, les habitants d'Abou Snan. Le conflit a démarré lorsque des élèves musulmans n'ont pas été autorisés à entrer dans leur établissement avec leur kéfier palestinien traditionnel. Une décision qui a rapidement enflammé le débat à Abou Snan, où les deux communautés s'accusent mutuellement. Ce qui est arrivé est derrière nous. Nous nous opposons à toutes sortes de violences. Abou Snan restera uni en tant que village et en tant que communauté. Quant aux parents, la plupart d'entre eux sont prêts à pardonner pour les blessures infligées à leurs enfants. Un effort de leur part pour restaurer le calme et l'unité parmi les habitants des différentes confessions. Il y a une vague de violence et certains l'encouragent. Ils essayent de nous inciter et d'attiser le conflit. Le kéfier est depuis toujours un symbole de l'identité arabe en Palestine comme ailleurs. Les médias diffusent des mensonges à notre propos pour tenter d'aggraver le conflit. Je suis prêt à tout pardonner, je n'ai pas d'ennemis. Tous les habitants d'Abou Snan sont mes amis. Une volonté de coexistence entre ces deux communautés qui veulent poursuivre leur vie commune dans le village d'Abou Snan, envers et contre tout. On en vient à ce rassemblement de part et d'autre de la clôture de sécurité. Une centaine d'Israéliens et de Palestiniens ont défilé hier pour soutenir la création d'un État palestinien. Reportage sur place, Mel Benoliel. Une cinquantaine de Palestiniens d'un côté, une petite centaine d'Israéliens de l'autre. Un rassemblement pour manifester en faveur de la création d'un État palestinien. Une initiative portée par l'association Les Combattants pour la Paix. Un mouvement binational qui définit sa mission comme une lutte non violente contre ce qu'il juge être une occupation et qui soutient une solution pacifique de deux États pour deux peuples. Aujourd'hui, c'est le 15 novembre et c'est à cette date qu'en 1988, Yasser Arafat promulguait la création d'un État palestinien pour la première fois. Bien sûr, à l'époque, il ne s'agissait pas de territoire. Ce fut une déclaration symbolique. Mais l'ONU a soutenu cette décision avec plus de 100 pays qui ont voté pour. Depuis, cette date est importante pour le peuple palestinien, mais aussi pour nous, Israéliens. Car pour ces combattants de la paix, la perspective d'un État palestinien ne pourrait être que bénéfique pour Israël. C'est ici, au niveau de la barrière de sécurité entre la ville palestinienne de Beth Jala et celle israélienne de Gilo, dans les environs de Jérusalem, que cette association israélo-palestinienne a décidé d'organiser une manifestation sous forme de représentation théâtrale. Une manifestation pour la paix intitulée « Les Israéliens disent oui à un État palestinien ». Une manifestation pacifique et familiale dans une ambiance bon enfant. Des marionnettes géantes construites par les manifestants surplombent la clôture de sécurité comme un symbole de dialogue entre Israéliens et Palestiniens. C'est très émouvant de prendre part à cette manifestation. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. J'en ai pleuré. Ça me fait mal au cœur de voir ce mur. C'est tellement stupide et affreux. Il faut le faire tomber. Je pense que plus il y aura de manifestations comme celle-ci, et mieux ce sera. Il faut faire entendre nos voix et faire savoir au plus grand nombre que beaucoup d'Israéliens veulent la paix et la compréhension entre les deux peuples. Malheureusement, peu de gens sont venus à cette manifestation d'un côté comme de l'autre. Et pour cause, peu nombreux ont répondu favorablement à l'appel de cette association à venir manifester.
Un semi-échec qui s'explique en partie par le manque d'autorisation préalable obligatoire des autorités israéliennes à toute manifestation. Mais pour les membres de cette association israélo-palestinienne, créée il y a une dizaine d'années, le chemin qui mène à la paix est encore long. Et si le chemin qui mène à la paix, justement, passait avant tout par l'économie. L'ONG Groupe d'Aix, originaire de la ville d'Aix-en-Provence, en France, en tout cas convaincue. Elle réunit, vous allez le voir, des experts israéliens et palestiniens pour tenter d'apporter une vision et une solution économique au conflit israélo-palestinien. Maxime Pérez est parti à leur rencontre. 12 ans qu'ils se retrouvent, toujours avec le même enthousiasme. Des hommes de bonne volonté devenus amis, israéliens ou palestiniens. Au plus fort de la seconde intifada, ils ont créé le groupe d'Aix, une ONG qui propose une feuille de route économique pour venir à bout du conflit. Nous essayons d'apporter aux décideurs politiques, et c'est à eux qu'appartient la décision en définitive, quelques solutions raisonnables qui permettent de trouver un compromis. Il y a un terme que le groupe n'utilise jamais, c'est le mot de justice. Nous préférons le mot de compromis. Coopération bilatérale, zone de libre-échange. Depuis la France où il réside, Gilbert Ben Chayoun porte avec panache les idées du groupe auprès des plus hautes instances politiques. De l'Élysée à la Maison-Blanche, lui et ses collaborateurs sont régulièrement reçus dans les chancelleries occidentales. Tous croient à la paix, en n'importe quelle circonstance. Nous croyons fermement à la solution de 2 États pour 2 peuples et nous pensons que, quelle que soit la situation sur le terrain, nous devons pousser nos efforts jusqu'au bout. Un discours résolument optimiste, même quand le dialogue paraît durablement rompu, à condition que les dirigeants israéliens et palestiniens prennent leurs responsabilités. Le statu quo actuel n'offre en réalité aucune stabilité. Il est dangereux, n'apporte que du sang, mais surtout porte un préjudice économique pour les 2 camps. Quand ils en prendront conscience et s'engageront dans des négociations sérieuses dans le respect mutuel, en ne s'arrêtant pas aux faits historiques et en allant de l'avant pour trouver une solution, ils écouteront des gens comme nous. L'impact du groupe d'Aix est difficile à évaluer sur le terrain. Mais ces travaux posent la base d'une paix durable, basée sur les échanges économiques, où aucun des 2 peuples ne pourra faire l'économie de l'autre. Allez, un mot de culture à présent. Si le monde se divise généralement entre les scientifiques, terre à terre, et les artistes aux envolées lyriques, eh bien une femme israélienne parvient à échapper à cette dichotomie. Son nom, Dr Avivit Levi, et elle partage, vous allez le voir, sa vie entre algorithmes et notes de musique. C'est un portrait signé Shahar Peled et Leslie Rezoug. Alors que beaucoup ont du mal à cumuler les tâches, Dr Avivit Levi semble avoir trouvé la formule pour presque tout faire. On ne peut pas tout faire tout le temps, mais on peut en faire beaucoup la plupart du temps. Cette femme juive religieuse est mère de 4 enfants, plusieurs fois diplômée. Elle est également poète et auteure, compositrice, interprète. Le docteur Lévy est en passe de devenir professeur en informatique. Elle est chercheuse en algorithmes et en structure de données. Mais ce que ses étudiants ignorent, c'est que leur enseignante est également mélomane. Rock dans l'allée des femmes mélange rock, jazz, blues et soul. Un premier concert pour Avivit dans lequel elle peut chanter les morceaux qu'elle a elle-même écrits et composés. Issue d'une longue dynastie de scientifiques érudits, elle a découvert dès son plus jeune âge le monde de la musique et des mathématiques. Je viens d'une famille qui valorise l'étude, le savoir et le travail acharné. C'est donc tout naturel pour moi. J'aimais la musique, je chantais, je jouais, j'écrivais, mais je n'étais pas sûre de pouvoir gagner ma vie en faisant cela. En continuant mon master d'informatique, j'ai également entamé une licence de musique. Mais tout n'a pas été si simple, surtout lorsqu'Avivit est devenue maman. Je me suis dit que je ne pouvais peut-être pas tout faire, que la musique serait quelque chose que j'aurais au fond de moi, mais que je ne pourrais pas partager. Forte d'une carrière scientifique de 17 ans et avec 4 enfants à sa charge, Avivit a également d'autres obligations et c'est parfois en conduisant qu'elle écrit les paroles de ses chansons. Mais pour certaines communautés juives religieuses, le chant d'une femme est perçu comme indécent. Avivit a réussi à contourner cette contrainte en se produisant devant un public presque exclusivement féminin. C'est plus difficile d'atteindre d'autres publics quand on essaie de se concentrer sur les femmes. Je comprends pourquoi ce n'est pas si populaire, mais c'est faisable.
Parfois en duo, d'autres fois accompagnée de toute une chorale, Avivit tente d'intégrer son histoire personnelle dans son spectacle, un moyen pour elle de renforcer les femmes dans la sphère religieuse et au-delà. Allez, on quitte la sphère religieuse pour rejoindre la sphère politique. On prend la direction de la France, où Nicolas Sarkozy franchit une étape supplémentaire sur le mariage pour tous. On en parle avec vous, Léa Berdugo. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors Nicolas Sarkozy, qui prônait jusqu'à présent une réécriture de la loi Taubira, désormais il se dit prêt à l'abroger. Oui, exactement. Alors l'ancien président de la République a par le passé défendu, vous l'avez dit, une réécriture de la loi Taubira sur le mariage homosexuel, mais n'avait jamais parlé d'abrogation. Eh bien ça y est, le mot a été lâché et ça s'est passé hier. Nicolas Sarkozy participait à un meeting de l'association Sens Commun, née dans le sillage du mouvement La Manif pour tous, vous vous en souvenez sûrement, qui a arpenté les rues de Paris pendant plusieurs mois. Alors, comme à son habitude, donc Nicolas Sarkozy a évoqué cette réécriture. Lorsque pressé par la foule, eh bien, il a soudainement changé de vocabulaire. On regarde. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Voilà donc pour les propos de Nicolas Sarkozy. Du côté du président de la République, François Hollande, on prend plutôt de la hauteur. Oui, exactement. François Hollande était en Australie à l'occasion du sommet du G20. Eh bien, il a refusé de commenter cette déclaration de l'ancien président de la République et cette déclaration de celui qui a le plus de chances de se retrouver face à lui lors des prochaines présidentielles, si jamais il décidait de se représenter aux prochaines élections. Eh bien, pour le président, c'est de la cuisine interne. François Hollande appelle au rassemblement aujourd'hui. Alors on va l'écouter. Je vous l'ai dit, je ne vais pas commenter les campagnes internes à un parti politique. Les candidats, il y en a plusieurs, j'ai bien compris, peuvent avoir des positions y compris différentes sur cette question. Mais moi je m'attache à ce que le rassemblement, le respect, le consensus, l'apaisement soient la règle. Alors le président qui choisit de ne pas polémiquer, ce n'est pas le cas du reste de la classe politique. Alors non, et tout le monde y va de son bon mot. Le Parti socialiste accuse l'ancien chef de l'État français de flatter les instincts les plus réactionnaires de sa base militante à 15 jours des élections pour la présidence de l'UMP, à laquelle, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy est candidat. Alors le Parti communiste s'est également exprimé là-dessus et lui parle d'un coming out homophobe, il va encore plus loin. Et puis Nicolas Sarkozy est même critiqué au sein même de son parti et notamment par Hervé Mariton qui est lui aussi candidat à la présidence de l'UMP. Alors lui n'est pas content parce que selon lui, Nicolas Sarkozy vient empiéter sur son territoire. Il dénonce une récupération politique. Je vous propose de regarder ce qu'il a dit un peu plus tôt. C'est une manœuvre électorale pour me siphonner des voix, a-t-il dit. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau légal, cette abrogation est quasi impossible juridiquement. En fait, constitutionnellement, il est très difficile de revenir sur une nouvelle loi, une nouvelle liberté. Et en plus, ça crée tout simplement une différence entre ceux qui sont déjà mariés et ceux qui espéreraient se marier un peu plus tard. Un véritable casse-tête. Merci beaucoup, Léa Berdugo, pour ce décryptage. Tout de suite, on passe au sport dans le Grand Direct. Et on va parler de tennis avec l'équipe de France. Les tricolores achèvent leur semaine de préparation à Bordeaux avant la finale de la Coupe Davis contre la Suisse qui se déroulera le week-end prochain à Lille. Alors sur le papier, les joueurs suisses sont favoris, mais les nouveaux mousquetaires français ont envie d'en découdre. Regardez. Pour prendre la Suisse dans ses filets, la France compte sur ses 4 mousquetaires. Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon. 4 anciens membres du top 10 qui ont bien l'intention de tout donner devant leur public. C'est la Coupe du Monde, c'est la finale de la Coupe du Monde, donc forcément déjà de représenter son pays, forcément d'être en finale et de jouer en France, donc tout ça fait que ça va être spécial et forcément il va falloir se transcender.
À Lille, les Français ont choisi de jouer la finale sur terre battue. Une surface exigeante qui nécessite une période d'adaptation. Pour cela, les Bleus auront eu une semaine de plus que les Suisses encore engagés au Masters de Londres. Un avantage minime toutefois pour Richard Gasquet. Federer et Wawrinka jouent aussi très bien sur terre battue, donc on espère, il fallait faire un choix. Maintenant, c'est pas à mon avis la surface qui fera qu'on gagnera. Il faudra vraiment avoir un très haut niveau pour battre 2 joueurs comme ça, parce que c'est pas parce qu'on joue sur terre battue qu'on battra des joueurs comme Federer et Wawrinka, quoi. L'engagement, il est déjà bel et bien présent. La concurrence aussi, à l'image des 7 joués à l'entraînement entre Gasquet et Monfils. Il y a eu vraiment, comme on le voulait, avec le staff, vraiment une belle montée en puissance et vraiment de très bonnes journées de la part de tout le monde, que ce soit tennistique, et voilà, ou le physique à côté, ou le physique en même temps. Et voilà, je pense que tous les joueurs sont très contents, en tout cas de ce point de vue-là. Lundi, les Bleus partiront pour Lille où ils seront rejoints par Julien Beneteau. Ils tenteront alors de remporter une 10e Coupe Davis pour la France, mais la première pour leur génération. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous dans quelques instants. Ce sera l'heure du débat sur i24. Nous en débat autour de la crise ukrainienne qui a monopolisé tous les débats au sommet du G20. Vladimir Poutine a décidé de claquer la porte du sommet avant sa clôture. Alors peut-on parler de relents, de guerre froide? C'est ce que nous verrons dans quelques instants sur i24. Restez avec nous. On se retrouve dans une poignée de secondes.